Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de la 4e saison d'Overtime. On est évidemment très content de vous retrouver à midi en direct. On va commencer par présenter le line-up. Il y a Jonathan Fillon qui est avec moi. Salut Jonathan. Salut Jean-Philippe. Très heureux d'être de retour. Ma première également cette saison sur Overtime avec un magnifique décor, ça quand même, faut le dire. Parce que je sais que l'un de nos participants aujourd'hui, Régis, on ne nommera pas, a participé, je pense, on dira pas la construction, mais à l'élaboration de ce décor. Merci Régis et on espère que ça va tenir, parce que moi j'ai quand même peur que ça me tombe dessus. 100% garanti. Salut à tous. Oui, c'était un plaisir quand même d'installer ces petites étagères il y a quelques jours. On s'est fait plaisir aussi. Voilà, et puis moi, je suis Jean-Philippe Presselwenger pour les gens qui nous écoutent en podcast et nous regardent pas en direct. Bonjour à tous. On va directement attaquer le sommaire. On attaquera aujourd'hui avec le HC Ajoie et la thématique sur Gillian Colère qui revit depuis l'arrivée de Christian Volvend. On passera ensuite à Fribourg-Gotteron où les gardiens sont OK. On a eu un petit coup d'œil sur Brian Rueger face à Lugano. C'est plutôt encourageant. On va parler ensuite du Lausanne HC qui a peut-être connu un déclic important en marquant 7 fois contre Langnau samedi. Puis Genève Servette avec une 4e ligne au top. HC Bienne, le départ idéal avec un nouveau système, défensif notamment. Et puis ensuite, on donnera le programme de la semaine. Oui, je me permets également de rappeler à tout le monde qu'il y aura évidemment rediffusion de notre émission sur MySports 1 à partir de 20h. C'est la grande nouveauté cette année. Également, cet après-midi, Overtime qui sera disponible donc en version numérique sur le web, évidemment sur YouTube, sur Facebook. Mais vous pourrez également nous écouter sur les différentes plateformes, que ce soit Spotify, Apple Podcast ou SoundCloud. Donc, on est présent partout. Et également, grande nouveauté, allez nous suivre sur TikTok, mysportsch.fr, maintenant sur TikTok. Donc, pour voir quelques-unes de nos vidéos, d'ailleurs, qu'on a postées déjà ce week-end et tout au long de la saison. Donc, on va poster. On va également mettre donc l'adresse complète sur nos réseaux sociaux cet après-midi. Donc, MySports maintenant présent sur TikTok. Et je vous invite également à nous poser vos questions via les commentaires, via la section commentaires de ce live Facebook. On n'a pas perdu nos bonnes habitudes, on va continuer de vous lire, évidemment. Bonjour à tous ceux qui ont déjà dit bonjour dans le chat. Et on va attaquer immédiatement avec le HC Ajoie. Régis, tu les as vus 2 fois ce week-end, hein? Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire de ces vouivres? Bon, l'information principale, c'est surtout qu'Ajoie a lancé sa saison, important pour les Jurassiens de ne pas se laisser décrocher, gagner un des matchs du week-end. Et puis, l'autre chose qui nous a sauté aux yeux, c'est un premier bloc qui a commencé la saison très très fort, emmené par Gillian Colère, allez, j'ose le mot, emmené, puisque c'est lui qui a été le premier buteur à Zurich, le doublé, 3 points. Alors il n'est pas tout seul, il est très très bien accompagné. On sait que c'est pas toujours évident d'être le complément de Jonathan Hazen et Phil Michael De Vos. Et bien derrière, il a montré que quand on lui donnait des responsabilités, qu'on lui faisait confiance, et puis ça s'est travaillé sur la fin de préparation, on le sentait un peu venir que Gillian, il n'allait pas rentrer dans sa saison complètement comme un gars perdu là. Il avait marqué déjà 3 points lors du dernier match de préparation à Fribourg. Moi, j'ai l'impression qu'on voit peut-être le Gillian Colère qui était très prometteur, celui qui était allé faire 2 saisons en Ligue junior au Canada, donc on avait cru aussi en lui ailleurs, on avait vu un potentiel. Je suis un joueur qui a quand même fait championnat du monde M18, championnat du monde M20. Donc, il y avait quand même quelque chose, un frémissement qui nous disait que ce gars, il était capable de faire beaucoup mieux que d'être un 13e attaquant ou un attaquant de 4e bloc, comme on l'a souvent vu la saison passée. À Bienne, ça n'a pas trop fonctionné. C'était peut-être un peu plus compliqué qu'à Porrentruy de se faire une place dans les lignes, j'ai envie de dire, avancées d'Antti Termenen à l'époque. On lui a fait comprendre que c'était mieux d'aller voir ailleurs pour son développement. L'année passée, ça ne s'est pas trop bien passé, mais maintenant, avec un nouveau coach qu'il connaît depuis ses classes juniors, avec j'ai l'impression qu'il a fait un rafraîchissement au niveau de la tête, un refresh, comme on dirait, au niveau informatique. Eh bien, il est revenu vraiment avec tout son potentiel. Il montre qu'il a des mains, que ça peut être un finisseur, parce que sa meilleure saison comptable, c'est 3 buts. Ça ne dit pas grand-chose de ses qualités de finisseur. Là, il est déjà à 4 points. Donc, chapeau à lui. Et peut-être que ce sera vraiment une des révélations de la saison, Gillian Colère à 23 ans.
C'est là qu'on voit la difficulté de s'établir dans la Ligue pour des jeunes joueurs. Julien Colère, c'est 23 ans seulement, mais quand tu regardes le rôle qu'il avait à Bienne, et bon, la saison dernière, ça a été compliqué, mais il y avait une blessure aussi mêlée à tout ça. C'est difficile pour un jeune joueur de s'établir, d'obtenir de bonnes minutes de jeu. Et là, il a la confiance de son entraîneur, qu'il connaît également de l'équipe nationale chez les U20. Et il a la confiance de son entraîneur. Et Régis, tu disais, on a peut-être trouvé le complément à Jonathan Hazen et à Philippe Michael DeVos. C'est compliqué de jouer avec deux joueurs comme ça qui se connaissent si bien, qui sont des joueurs un peu à part. Je veux dire, c'est des talents naturels. C'est des joueurs qui réfléchissent pas sur la patinoire. C'est instinctif. Et je veux pas évidemment comparer Phil DeVos et Jonathan Hazen à Sidney Crosby, mais un des joueurs les plus compliqués à être le complément en NHL, c'est un joueur comme Sidney Crosby. Des joueurs d'instinct, c'est compliqué parce qu'eux voient venir le jeu d'une façon que d'autres vont pas nécessairement le voir venir. Et peut-être que Julien Colère, avec des joueurs comme ça qui s'expriment offensivement et tous jouent une game un peu normale, mais c'est le complément qu'avait besoin un Philippe Michael DeVos et un Jonathan Hazen. Espérons que ça tienne, mais c'est très encourageant d'avoir enfin un premier trio digne de ce nom dans ce premier week-end, même si là, peut-être on peut oublier la performance défensive face à Zurich. Il y a quand même beaucoup de positifs dans ce premier week-end d'Ajoie et clairement Colère et ce premier trio en est un. Oui, alors on parle d'un premier trio, il y a quand même une ligne avec 3 étrangers. On peut peut-être à terme, là on a 2 matchs, peut-être qu'à terme le premier trio ce ne sera pas celui qu'on pense. Puis d'un autre côté, quand tu dis que oui c'est difficile de jouer avec ces joueurs d'instinct, d'un côté je le comprends, mais je pense que c'est plus difficile d'être performant quand tu joues avec Chiaroni et Romanengi plutôt que quand tu joues avec DeVos et Hazen. Évidemment. Ils ont une grosse, Chiaroni surtout a énormément de matchs en National League, il a une grosse carrière, mais enfin c'est plus facile de poser sa palette et puis d'être au bon endroit. Ce qui est difficile pour lui, c'est d'être au bon endroit au bon moment. Parce que s'il y est, je pense que ce soit Hazen ou DeVos ont les qualités de passe et de vision du jeu pour offrir des buts quelque part à Julien Colère. Il fallait, on se souvient il y a un peu plus longtemps, à Fribourg-Gotteron avec les 2 Russes, Bikov-Komutov, le complément idéal, ça a été Pascal Chalère, qui a fait des saisons comptables fantastiques, aussi grâce à ses qualités, quand même, il est en équipe de Suisse, etc., mais aussi grâce à la vista de stars mondiales, quoi. Donc on n'est pas dans les stars mondiales avec DeVos et Hazen, mais au niveau de la National League, c'est 2 très solides joueurs étrangers. Donc, on verra ça. Maintenant, oui, ils ont pris 7 buts contre Zurich, mais je pense que ça ne va pas être les seuls. Parce que quand on voit, on ne va pas s'étaler sur l'effectif zurichois, mais Régis, j'imagine que ça fait quand même un peu peur quand on voit Malguin, Balcers et tout le reste. Non, vraiment, c'était un autre monde, j'ai envie de dire, question qualité du premier au 4e bloc. La preuve, c'est que c'est Chappie qui était l'homme, d'un point de vue comptable, l'homme du match. Chappie qui a un rôle depuis des années dans le 4e bloc, mais c'est lui qui fait la différence. Je veux dire, on était dans 2 mondes bien distincts, et même si le classement, il n'y en avait pas, tout le monde avait bien conscience que c'était déjà un peu un choc des extrêmes. Je crois que la différence, elle était très claire. Quand Zurich a accéléré, c'était compliqué pour beaucoup de joueurs à Joulot. Et là, on a vu que il pourrait gâter face à un Zurich qui est venu. Et là, je voudrais quand même donner crédit à cette équipe qui est venue très sérieux. On a senti une équipe, et j'ai un peu pensé à Genève la saison passée, au sortir de ce match, parce que toute la saison passée, on a dit Genève, dès le mois d'août, a pensé on veut être champion, comment on fait? Il faut être prêt dès le premier match, tout est important. Et ben, ce Zurich-là, ce n'était pas le Zurich qui est arrivé un peu, on verra, on va y aller à tâtons. Non, j'ai eu l'impression que cette équipe avait bien travaillé. En tout cas, c'est ce qui m'est apparu. Le sérieux et la comparaison avec Genève, je pense qu'on peut un petit peu la faire dans l'approche, dans la volonté de reprendre le titre. Bon, Régis, je vais quand même rester avec toi 2 petites minutes parce qu'il y a le commentaire de Patrice qui mentionne « Ne manque plus qu'Odette débloque son compteur pour la confiance. Derrière, Fischer et Scheidegger ont été très bons. » Je veux quand même que tu nous parles d'Odette parce que justement, Jean-Philippe l'a dit, il y a un 2e trio également composé d'étrangers. Pour l'instant, ça n'a pas été un trio qui s'est fait voir beaucoup, du moins sur la feuille de pointage. Mais qu'as-tu pensé d'un Daniel Odette qui arrive là, dans un nouvel environnement, qui joue ses premiers matchs avec Ajoie? Alors,
pense qu'il faut distinguer les deux matchs. À Zurich, c'était Schiaroni pendant les 2 premières périodes. Ça n'a pas tout fonctionné la ligne. Après, on a mis Frossard au 3e tiers. Et ensuite, pour le match contre Davos, c'est Asselin qui a fait la rencontre avec ses hommes. Donc, forcément, là, on a joué 120 minutes. Il n'y a jamais eu plus de 60 minutes avec les mêmes. Je pense qu'ils ont besoin aussi de trouver l'amalgame. Et ces changements, je ne suis pas sûr que ce soit très, très positif pour une ligne qui se cherche en peu. Et je pense que pour Daniel Odette, c'est encore valable ce terme se chercher. Moi, je pensais qu'en préparation, il avait fait plutôt des bons matchs, en tout cas d'un point de vue comptable. Il mettait des buts, il était présent, les choses étaient plutôt positives. Là, j'ai trouvé qu'il se cherchait encore. J'ai trouvé parfois un peu perdu, un peu brouillon parce que, je sais pas, c'est peut-être un manque de confiance, peut-être pas encore bien dans cette ligne. Je pense qu'il y a encore un pas à franchir pour lui. J'attends de voir. Après 2 matchs, je pense qu'on ne peut jamais tirer de conclusion, donc il faut toujours garder une réserve, mais pas bluffé par Odette. Gauthier, lui, j'ai envie de dire qu'il a été le travailleur acharné qu'on lui connaît, qui gratte dans les bandes, qui va récupérer des pucks, qui va là où ça fait mal. Il était un peu fidèle à lui-même, même si ça ne se matérialise pas trop au niveau des points. Je pense qu'on a vu le Gauthier qu'on connaît et on n'a pas été déçu sur la marchandise en elle-même. Il y a Louis Froidevaux qui nous dit dans le chat, là, j'ai senti qu'il y a un petit plus qui manquait la saison passée. Dans ces 2 premiers matchs, alors oui, c'est clair, hein, ils sont renforcés, ça c'est certain. Frédéric Janet, lui, nous dit que les automatismes ne sont pas encore là, mais que ça va venir. Donc beaucoup d'optimisme du côté des fans du HC Ajoie, ou en tout cas dans les commentaires. Après, il ne faut pas oublier aussi que le début de saison, l'an dernier, n'était pas si catastrophique non plus. Il y avait des points positifs avant que la grande noirceur arrive, on va le dire comme ça. Et c'est sûr que là, c'est positif comme premier week-end, même s'il y a une victoire, une défaite, mais il faut quand même garder en tête que les problèmes qui étaient là, manque de profondeur, les problèmes au niveau défensif, vont être vus quand même dans certains matchs, mais c'est intéressant si on voit quand même qu'on est capable d'avoir 2 gardiens qui tiennent la route, disons-le comme ça. On s'est amélioré défensivement. Évidemment, il y a encore un système à implanter, des automatismes, un peu comme on le disait dans le chat, qui vont venir. Et devant, puis il y a un autre commentaire qui a suivi juste après. Là, je crois que c'est Laurent qui a écrit « Hazen, il est très, très fort. » C'est vrai qu'il est très, très fort, Jonathan Hazen. C'est un des étrangers, moi, que j'aime beaucoup voir jouer dans le championnat, qui a été mal payé depuis qu'il est en National League. La grave blessure la première saison. L'an dernier aussi, il a été un peu blessé et tout, puis il n'est pas avec une équipe hyper performante, mais quel étranger, quel talent de marqueur, Jonathan Hazen, c'est incroyable. Je crois qu'on a fait le tour pour le HC Ajoie dans nos 10 minutes imparties par club. On va se diriger maintenant du côté de la BCF Arena et voir les Dragons de Fribourg-Gotteron. Fribourg, 5 points dans les 2 premiers matchs et puis la défaite à domicile contre Lugano. On a pris comme thème aujourd'hui, c'est les gardiens sont OK et le reste. Parce qu'il y a 2-3 choses à discuter dans le reste. Je vais enchaîner directement avec les gardiens. Dans le chat, on nous disait, est-ce que Dubé a fait une erreur en mettant Rueger devant le filet face à Lugano à domicile ? Ma réponse, c'est non, parce qu'on sait que Berra revient d'une grosse blessure au dos. Là, 3 matchs en 4 jours, avec un déplacement à Davos là-dedans, ça fait beaucoup. Rueger, fondamentalement, il a été très nerveux en début de partie. Et finalement, il s'est mis dans le rythme. Et à 22 ans, honnêtement, c'était plutôt réjouissant de voir ce qu'il a fait. Il était... Avant le 3-2 de Daniel Carr, il était à plus de 95% d'arrêt. La faute à une pénalité de 5 minutes contre Streulet qui a laissé Fribourg longtemps à 4 contre 5. Mais aussi, les arrêts, il les a fait. Il faut arriver à ce genre de choses-là. Je ne sais pas, Jonathan, toi, comment tu as vu Rueger ? Moi, je l'ai trouvé nerveux, mais c'est un gars qui a... Alors, ce n'est pas le même charisme encore que Reto Berra, évidemment, pas la même carrière, mais pour un gardien qui vient
de Swiss League et qui découvre ce niveau de jeu. J'ai trouvé tout à fait à niveau. C'est de quoi rassurer les fans en tout cas. C'est un jeune gardien, très jeune même pour un gardien de but. Et oui, c'est sûr et certain que la nervosité y était. On va pas se le cacher, même s'il a de l'expérience en Swiss League, de monter en National League, c'est vraiment un autre niveau. Et Stéphane l'a dit la semaine dernière sur Overtime, il faudra être patient avec les étrangers, il faudra leur donner un temps d'adaptation. Ce sera la même chose pour ce gardien également du côté de Fribourg. Moi, j'ai beaucoup aimé la décision de l'utiliser ce week-end, peu importe si ça avait été vendredi ou samedi, ça ne m'aurait pas vraiment dérangé parce que Reto Berra, l'important, c'était de voir de quelle façon il allait jouer. On a vu un Reto Berra être Reto Berra, ça c'est très positif, mais il ne faut pas oublier qu'il est vieillissant, il ne faut pas oublier qu'il a un historique de blessure maintenant, donc il faut trouver une façon de l'économiser le plus possible tout au long de la saison et de lui éviter de faire 2 matchs en 2 soirs. Souvent, la récupération pour le gardien de but, la préparation, oui, mais la récupération, c'est très, très long. Donc, de pouvoir permettre à Reto Berra de ne pas garder 2 matchs en 2 soirs, c'est hyper important pour la suite des choses, pour la fin de la saison, pour les playoffs, pour Fribourg-Gotteron. Et donc, tu prépares aussi peut-être un futur gardien qui pourrait être une relève éventuelle à Reto Berra qui vieillit. Là, on a vu le premier match également de Ludo Weber du côté de la préparation en Floride. Il a bien paru, évidemment. Je mets des pincettes il a parce encore que un an de contrat à Zurich. C'était un tournoi, Ludo, évidemment. C'était un tournoi de jeunes. Il a encore un an à Zurich, mais ça fait partie quand même des potentielles cibles éventuelles de Fribourg comme gardien de but. Mais donc, moi, je trouve important de partager un peu qu'on fasse un 2 tiers, 1 tiers en faveur de Reto Berra tout au long de la saison. Ouais, Régis, je vais te lancer sur Berra parce que Richard Ruffieux nous dit Berra, il faut le prolonger. Moi, je pense que oui. Richard Ruffieux qui a gagné la machine à café. Félicitations. Bon, moi j'aime le langage diplomatique, je dirais ça dépend pour combien de temps et ça dépend à quel prix. Voilà, alors c'est exactement ça. Est-ce que le prix que Fribourg peut mettre pour Berra pour 1 ou 2 années supplémentaires convient au Reto Berra qui est en forme actuellement? Clairement, non, mais je pense qu'il peut repartir pour 2 ans comme on le voit en ce début de saison, ça fait pas le moindre doute. Est-ce qu'il faut prolonger plus un Berra? Peut-être que lui voudra un contrat de 3 ans comme Giannoni l'a fait. Mais en même temps, Régis, Christian Dubé n'avait pas eu peur dans le cas de Raphaël Diaz de donner un contrat à long terme à un joueur vieillissant. Exactement. Donc, moi, je pense que ce sera un contrat de 2 ou 3 ans qu'on va proposer à Reto Berra. J'imagine encore mal que Fribourg-Gotteron puisse dire à Reto, écoute, regarde déjà sur le marché, nous, on va prendre un gardien étranger ou on va viser un autre. Parce que c'est vrai qu'on a entendu parler d'un Van Pottelberg. Bon, c'est un autre débat, puisque c'est bien. Il sera sur le marché, ce sera en tout cas le grand gardien d'avenir qui sera sur le marché l'été prochain. Donc, forcément, qui va être courtisé parce qu'on n'imagine pas qu'il va rester derrière Seteri encore pendant 4 ans. Je veux dire, c'est pas possible. C'est du gâchis de laisser ce gardien si bon jouer moins d'un... J'ai entendu 1 tiers de la saison, quoi. Moi, ce que je pense quand même par rapport au duo Berra-Rueger, c'est que je pense pas forcément que Rueger aura 1 tiers des matchs. Je pense que là, c'était inévitable que Berra ne pouvait pas jouer un 3e match en 4 jours parce qu'oublions pas qu'il y a eu match mercredi soir et pas mardi. Et puis qu'en plus, ils revenaient d'un déplacement à Davos et ils vont à Ambry demain. Donc, il fallait aussi donner du temps de repos à un gars, vous l'avez dit, il est plus tout jeune. Donc, à ce niveau-là, ça paraissait d'une logique implacable. Moi, je ne suis quand même pas convaincu que tous les week-ends, il y aura alternance de gardiens du côté de Fribourg. Je pense que Berra tient encore vraiment le lead et je serais prêt à dire qu'il va jouer plus que 40 matchs. Ça ne me surprendrait pas, honnêtement, Régis, pour être honnête avec toi. Ça ne me surprendrait pas qu'on ait dans ta direction qu'il ait plus de 40 matchs, mais je trouve en ce moment, vu la situation, qu'il a besoin d'un second capable de prendre des minutes, capable de prendre des matchs. Et on verra juste à la fin de la saison dans quel état de forme il est. Il y a un autre thème à Fribourg qui fait beaucoup réagir dans le chat, notamment Thierry et Simon, c'est cette capacité qu'ont les Fribourgeois à se mettre dans une situation compliquée au 2e tiers alors qu'ils mènent, alors qu'ils sont dans le match. Et ça, c'est récurrent depuis la fin de la saison dernière. Ça leur a quasiment coûté les playoffs. Et puis ensuite,
déjà aujourd'hui, déjà mercredi contre Lausanne, c'était le cas. Ensuite, à Davos, ça a été le cas également. Ils sont passés d'un but d'avance à 2 buts de retard durant ce deuxième tiers. Alors à chaque fois, ils avaient réussi à revenir. Et rebelote contre Lugano, avec également le problème de la faute, la pénalité majeure infligée à Streulen. Alors on pose la question, là Thierry demande, est-ce que c'est un problème tactique ? Non, ce n'est pas un problème tactique, c'est un problème d'attitude et de concentration, plus qu'un problème tactique. On a posé la question à Christian Dubé après le match à Davos. Il a dit, si j'avais la réponse, je le dirais à mes gars, et puis ce serait réglé. Et puis évidemment, un collègue qui n'était pas à Davos a posé la même question à Christian Dubé après le match contre Lugano. Et là, c'est un peu monté dans les tours, parce que dis donc les gars, c'est bon, quoi. On sait qu'on a un problème, mais on n'arrive pas à le régler. Quelques chiffres peut-être pour illustrer ce problème au deuxième tiers. Contre Lugano a envoyé 27 tirs cadrés en 20 minutes contre Brian Rueger. C'est énorme, c'est presque le chiffre qu'on a à la fin du match. Fribourg est à 27, entre 25 et 27 tirs cadrés par match. Et là, on offre ça à Lugano. Oui, il y a eu ces 5 minutes avec les 2 buts encaissés, mais c'est beaucoup. Et puis si on prend les 3 matchs, Fribourg a tiré 19 fois contre le gardien adverse en 3 deuxièmes tiers, et puis a offert 62 shoots. Régis, ça ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas abandonner un tiers du match à chaque fois. Et espérer s'en sortir. C'est clair, mais évidemment que je n'ai pas non plus l'idée pourquoi ça, mais je peux imaginer maintenant que les joueurs doivent prendre conscience de ça. Je me réjouis de voir ça demain contre Ambry, voir s'il y a à nouveau un deuxième tiers. Je pense qu'après 3 fois, la 4e, c'est pas admissible. Donc, il doit y avoir une prise de conscience durant la première pause. Je ne sais pas qui doit se lever dans le vestiaire pour dire « Les gars, cette fois, stop, c'est fini, on n'en veut plus. » Mais ça ne peut pas être autrement. Mais vraiment, je comprends la position qu'on a de la peine d'identifier quel peut être le mal. Parce que des fois, des équipes, elles ne rentrent pas bien dans leur match. Ça, il y a toujours une petite explication possible. On peut essayer de changer la préparation, le warm-up autrement. Enfin, on peut essayer de changer des petites choses comme ça. Mais à la pause, je veux dire, je ne pense pas qu'à la pause, ils vont faire quelque chose de particulier. Surtout que les premiers tiers fonctionnent bien. Alors, est-ce que d'un côté, mentalement, il faut éviter de faire une fixette là-dessus? Mais évidemment, mais c'est compliqué parce que… Plus tu y penses, plus ça devient un problème. Évidemment. Et ça fait partie des grands mystères. Qu'est-ce qui explique qu'une équipe est capable de bien rentrer dans le match, mais le deuxième tiers est complètement à plat? Est-ce que c'est l'émotion de l'avant-match qui motive un peu les troupes, qui fait qu'on rentre bien dans le match et tout, et ensuite on se pose un peu? L'espèce de 20 minutes, 15 minutes de repos fait que les joueurs se posent un petit peu trop. Est-ce que moi, je suis convaincu que les gars dans le vestiaire, que Sprunger se lève déjà, que les gars en parlent déjà, qu'on met une fixette là-dessus. Évidemment, plus on y pense, plus ça devient moins instinctif le jeu, plus ça devient une problématique. Je pense que c'est une bonne équipe, Fribourg-Gotteron. Ils le prouvent par le premier tiers. Je pense que le troisième tiers, on voit une réaction parce qu'ils jouent du hockey de rattrapage. Ils sentent l'état d'urgence. Est-ce qu'en deuxième période, c'est qu'ils sentent pas assez l'état d'urgence? Ça fait partie des grands mystères. Il y a des équipes comme ça qui sont, pendant des saisons, peuvent être réputées pour avoir un mauvais premier tiers ou un mauvais troisième tiers, mais… c'est sûr, je voyais dans le chat, c'est de la faute à Dubé, il devrait un peu mieux coacher et tout. Non, je pense pas. Sa tactique reste la même, son discours reste le même. Je suis convaincu qu'au contraire, le discours doit être positif après une bonne première période. Mais là, c'est aux joueurs de se regarder dans le miroir et de dire, OK, on fait bien une chose, continuons simplement avec la même intensité, la même émotion. Peut-être un petit peu moins réfléchir et revenir un petit peu plus à l'essentiel, à l'instinctif. Mais on pourrait en discuter pendant 1 heure. Il n'y a pas vraiment de raison logique derrière ça. Je ne crois pas qu'il y ait une raison logique et on se réjouit avec Régis de voir ce qui se passera entre la 20e et la 40e minute à la Gottardo Arena d'ici demain soir. On va clore le chapitre fribourgeois et puis s'en aller du côté de Lausanne. Messieurs, Lausanne, un bon match à Fribourg, défaite en prolongation, un match correct offensivement à Berne, peu de réussite devant le but, malgré pas mal de temps en powerplay, plus de 12 minutes si je me souviens juste. Et puis, le déclic dans le deuxième tiers encore, dans le deuxième tiers contre Langnau à domicile, avec 7 buteurs différents. Donc… tout roule. Ils ont affronté dans les 2 premiers matchs 2 bons gardiens en pleine possession de leurs moyens. Je pense que
sans dire qu'ils méritaient mieux, je pense qu'ils ont été mal payés aussi sur ces 2 matchs-là. Je pense quand même que Fribourg l'a emporté en prolongation. Évidemment, on va chercher un point OK sur la route. Pour débuter la saison, ça se prend. Je pense que contre Berne, c'était pas un match parfait, évidemment, mais ils sont restés dans la course jusqu'à la fin contre un gardien, le gardien bernois qui a fait vraiment un très, très bon match. Et tu as besoin de ce genre de rencontre comme contre Langnau, juste pour débloquer, pour enlever cette pression. Tu serres la canne un peu plus fort, tu réfléchis un peu plus avant de lancer tout. Quand tu te butes à des gardiens, quand tu n'es pas capable de la mettre au fond, ben, tu as besoin de ce genre de match qui va juste débloquer ton attaque, parce que de l'attaque, on le voit qu'il y en a du côté de Lausanne, et que le message est de diriger les pucks vers la cage adverse. C'est vraiment, moi, ce qui me marque quand je regarde les débuts du LHC. Alors, moi, je me dis, si on avait dû faire cet overtime à la pause du match de samedi, on aurait été un peu emprunté, parce qu'on se serait dit, c'est pas si mauvais, il y a beaucoup de choses, des signaux qui vont dans le bon sens, mais au final, ça tourne quand même pas, quoi. Là, il y a eu cette fin de match contre Langnau qui a été excellente, qui a débloqué probablement beaucoup de choses, le fait de marquer offensivement. On sait que c'est important pour la confiance, pour les têtes. Et moi, quand même, ce que j'avais entrevu sur ces 2 premiers matchs, c'était, enfin plus qu'entrevu d'ailleurs, c'était quand même une équipe qui montrait du jeu, et je trouvais que c'était quand même plus le même Lausanne que la saison passée, qui donnait l'impression de se chercher, on cherchait un peu le fond de jeu, le système. Là quand même, on avait de la structure, et finalement il manquait que ces buts. Ils sont venus en rafale, et voilà, tant mieux, à un moment donné, ça allait bien finir par tourner. C'est quand même ce qu'on se disait. Et je m'imagine si on avait dû tenir ces discours, tenir des théories comme on le fait maintenant, après le premier tiers à Malais, on aurait dit ouais, mais c'est bien beau, on voit la lumière au bout, mais on n'atteint jamais le bout. Et là, je pense quand même que ça peut être quelque chose qui nous dit, mais oui, Lausanne vaut clairement mieux qu'une équipe de fond de classe, capable d'aller challenger les meilleures équipes. On demande à voir jusqu'à quel point, parce que on ne sait pas encore. Berne, on ne sait pas encore les évaluer. Fribourg, on les imagine quand même plutôt dans le milieu du classement, mais pas forcément au top. On aura peut-être des éléments de réponse demain contre Genève. Ça va nous donner quelque chose, peut-être une barre, parce que sans vouloir rabaisser Langnau, voilà, c'est pas une équipe. Voilà, ils ont fait exploser cette fois une équipe qui n'est pas celle qui sera un candidat au play-off, en tout cas au titre. Donc, je pense qu'il y a du très positif, ça c'est sûr. Il y a des joueurs quand même, comme un Salomaki qui sera top scorer, si j'ai bien vu demain. Bon, on le découvre, j'ai presque envie de dire. C'est un gars nouveau, quoi. Je veux dire, et Kovacs, il a aussi été bon. Il y a vraiment des choses très positif, des signaux, et je pense qu'il méritait clairement de gagner un match sur ces 3, peut-être même plus, mais au moins un. Et là, la machine me paraît plutôt bien lancée, même si on doit se garder une petite réserve vu la relative faiblesse de on saura vraiment où on est Lausanne mardi, parce que ça, c'est le test grandeur nature contre le champion. Et puis je crois que c'est aussi dans le chat, c'est aussi ce que les gens disent tout de suite. Ouais, on verra mardi, ou bien évidemment les jeunes voix sont là en disant vous savez, nous on aime bien gagner à la Vaudoise Arena, c'est arrivé assez souvent depuis l'ouverture. À voir maintenant si cette équipe-là a changé. C'est aussi la première préparation avec Ward, complète. Il y a des règles qui ont été posées, il y a des choses qui se mettent en place et qui sont rassurantes sur glace et hors glace. Oui, puis pour revenir un peu à ce que Régis disait, évidemment, on se garde une réserve, mais c'est vrai qu'après les 20 premières minutes de jeu contre Langnau samedi, on se serait posé la même question que l'an passé. Qui peut marquer? C'est qui le marqueur à Genève? Puis ça a débloqué... À Lausanne. Oui. À Genève, on sait. Je pense déjà à mon match de demain. Mais c'est vrai, on se posait la question, qui peut marquer? Qui est le marqueur à Lausanne? Là, c'est vrai qu'il y en a eu plusieurs qui ont marqué. Ils ne marqueront pas tous les soirs, évidemment. Mais c'est vrai que sur les 4 blocs, il y a potentiellement des joueurs qui sont capables de marquer. Absolument. Il y a des
il y a des doublettes, là, il y a des paires qui se sont faites également. Jeff Ward, je pense que ça l'a beaucoup aidé aussi. C'est difficile pour un coach d'arriver en pleine saison, d'essayer de faire passer un message. Là, t'amènes du sang nouveau, un message nouveau, mais ça scinde un peu le vestiaire. Il n'y a pas tout le monde qui est embarqué dans la nouvelle philosophie et tout, alors que là, tu commences à zéro. Je pense vraiment qu'il y a un potentiel du côté de Lausanne. Maintenant, est-ce que le potentiel sera atteint? C'est ce qu'on va découvrir à partir de mardi. C'est vrai que ce sera le gros test pour le Lausanne Hockey Club contre Genève. Régis, Fred Marindin la pose 2 questions. Premièrement, qu'est-ce qu'on pense d'Ivar Spounenovs? Et puis, la deuxième question, c'était la ligne avec Rochette, Ria et Fuchs. Une ligne suisse est-elle inscrite dans la durée? Est-ce qu'elle peut tenir toute la saison? Alors, commençons peut-être par le gardien. Ivar Spounenovs, arrivé de Langnau il n'y a pas si longtemps. Je vais dire une grosse banalité, mais qui pour moi veut dire quelque chose. Il a fait du Ivar Spounenovs. C'est-à-dire que dans l'ensemble, c'est plutôt un bon gardien, mais ce n'est pas l'assurance tout risque de la première à la 60e sur 3 matchs consécutifs, même si là, il en a fait que 2, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, je trouve que il n'est pas extraordinaire, il est capable de temps en temps d'en gagner une, mais pour moi, il est au niveau où on l'attendait. Je suis ni déçu, ni surpris, voilà. Ni déçu en bien, ni déçu en mal, si j'ose le dire ainsi. Voilà mon sentiment. Je ne sais pas si vous partagez. Ouais, le truc, c'est que là, on parlait souvent, Jonathan, d'un duo de gardiens suisses qui ne prend pas une place d'un étranger. Alors oui, c'est bien, mais est-ce qu'on est vraiment au niveau d'un duo gardien suisse de Genève, avec Mayer et Desclous? Non, on n'y est pas. Connor Hughes a été correct à Berne. Pas grand-chose à dire là-dessus. Mais on sait ce qu'il vaut. On sait que c'est un 1,5. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment un gardien numéro 1 qui va régater avec Berra, avec Sateri, avec Metsola, avec ces gars-là? Non. Je pense pas. Mais non, il a encore pas prouvé que Pounenovs qu'il avait ce gabarit-là. Clairement, je veux dire, il n'est pas au niveau d'un Berra ou d'un des meilleurs gardiens suisses. Mais est-ce que je vous surprends en disant ça? Non, mais non, absolument pas. Absolument, Voilà, je crois qu'on est d'accord sur ça. Ouais. Je vais peut-être te donner la deuxième question de Fred pour, Marindin. La ligne avec le centre, Rochette au centre, et puis les deux, Ria et Fuchs, la ligne francophone du LHC. Moi, je pense je pense que Jeff Ward va miser longtemps sur cette ligne. Est-ce qu'elle va être défaite une fois peut-être parce que si on est dans une mauvaise séquence de changer des joueurs, parfois ça peut aider, mais si on remonte à la préparation, ça a été une ligne qui a été composée dès le jour 1, Fuchs, Rochette, Ria. Je pense vraiment on voit Théo Rochette sur un centre au minimum sur le top 9, donc sur les 3 premiers trios. Je pense que Jeff Ward préfère Fuchs à l'aile qu'au centre, du moins c'est ce qui nous laisse entrevoir avec cette formation. Et je pense que d'amener à ces deux gars-là un Damien Ria qui a prouvé qu'il était capable de marquer des buts lorsqu'il était à Genève. Évidemment, ça a été un petit peu plus compliqué. Il avait eu une blessure également quand il est arrivé à Lausanne et tout. Ça a été un petit peu plus compliqué. La saison dernière, personne ne marquait tout simplement, mais il est capable de le faire, de marquer des buts. Je pense que les 3 parlent français. Je pense qu'il y a une connexion qui se fait simplement. C'est aussi... tu sais, Damien Ria, il est jeune, Théo Rochette très jeune, Jason Fuchs c'est pas vieux non plus. Je pense qu'on sait que niveau suisse, c'est pas mal les futures années du LHC. Donc, je pense qu'on veut miser sur ces 3 gars-là. Je vois des compléments intéressants parmi les 3. Et puis, le profil de Fuchs permet aussi à Rochette, qui est un peu plus offensif que lui. Enfin, Fuchs, on va dire, quand il joue centre, et il a joué centre avant, il est très responsable. C'est ça, il a la conscience également d'un joueur de centre, Jason Fuchs, parce qu'il a l'expérience. Et si jamais Rochette connaît des mauvais moments parce qu'il est jeune, ça peut arriver dans une saison, c'est des hauts et des bas. Donc éventuellement, il va en connaître des moments un petit peu plus difficiles. Ben, il sait qu'il peut se reposer sur Jason Fuchs. Si par exemple, une soirée, c'est compliqué au centre, aux mises en jeu, je veux dire, ben, il peut très bien mettre Jason Fuchs parce qu'il a l'expérience de prendre des mises en jeu. Donc, ça reste... Puis avec ça, à l'aile, c'est une assurance. Puis à l'aile, t'as un droitier Ouais. avec Ria qui est censé être un sniper aussi. Hein. C'est un gars qui peut marquer des buts, qui est là au bon moment, qui a de la vitesse, qui a des mains correctes aussi, hein, plus que correctes même. Donc,
Ça va être intéressant de voir ce que fait Ward avec cette ligne. C'est une ligne Là. dynamique. En tout cas. Oui, oui. Et Régis, on passe à Genève, ça te dit ou bien? Oh, bien sûr. Alors on y va. Genève, 4e ligne au top alors. Ouais, alors, c'est la preuve que cette équipe, elle a toujours autant de profondeur. Elle nous avait, dès la saison passée, impressionné avec ça. Et ça n'a pas diminué, peut-être encore que ça s'est renforcé avec la présence de Guillaume Maillard qui a été enrôlé. Sinon, on sait que ça a relativement peu bougé, qu'on a plutôt complété les gens qui partaient en embauchant des profils qui pouvaient en tout cas se rapprocher. Pour l'instant, il faut constater qu'à Genève, il y a une 4e ligne qui prend ses responsabilités. Peut-être qu'ils se sont dit, la saison passée, on n'a eu que les miettes en termes de temps de jeu. Cette fois, les autres, ils sont un peu en mode diesel. Ils sentent bien qu'un championnat, il se gagne sur la fin. Ils sont au mois de septembre, pas encore au top de leur forme. Nous, on va venir très, très fort. On va montrer qu'on vaut mieux que 8 minutes de temps de jeu ou 10 minutes par match. Et c'est peut-être un petit peu ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un 4e bloc qui est celui qui est le plus performé, même s'il y a quand même cette contre-performance qui fait tâche à Langnau sur le match d'ouverture. Alors certes, il y a un point. Ça ne s'est pas joué à grand-chose. Mais quand même, l'équipe est passée complètement à travers. Elle s'est fait tout de suite tirer l'oreille pour lui dire « T'es champion, mais il va falloir quand même aller gagner les points aussi fort que l'année passée et être présent, répondre présent à chaque match. » Je trouve que ce n'est pas si mal de se faire rappeler à l'ordre de cette manière dès le premier match. On a vu le lendemain, face à une grosse machine comme Zurich, voilà, l'équipe quand même, elle trouve moyen de gagner. Défensivement, un seul but encaissé. On parlera peut-être des gardiens, mais je crois qu'on a vu que c'était toujours aussi solide que les deux n'avaient pas vraiment baissé leur niveau. Mais en tout cas, magnifique de voir le 4e bloc comme ça, qui s'exprime et qui fait gagner des points dès le premier week-end. Je crois que la preuve est faite à Genève. Il n'y a pas que Artikainen et quelques éléments capables de faire tourner les matchs. Ça tombe bien parce qu'il y a une question sur les étrangers. On va directement enchaîner avec ça. Tu parles d'Artikainen. Je veux quand même revenir, par contre, allons-y, mais je veux quand même revenir sur le 4e bloc parce que j'ai trouvé très intéressant certains propos de Régis. On y reviendra, mais on peut déjà prendre la question sur les étrangers, si tu veux. Oui, c'est Ludovic qui demande qu'est-ce qu'on pense des étrangers de Genève. Et lui pense que Vatanen est clairement au-dessus de tout le monde. Alors, c'est pas une surprise. Vatanen est très très fort. On l'a vu d'ailleurs en play-off l'an dernier, même s'il était blessé au genou. Oui, Tom Ernest avait peut-être une conscience un peu plus complète du jeu que Vatanen, mais offensivement, Vatanen, il fait l'unanimité. Quel joueur! Après Maninen, moi je pense que c'est un joueur que les gens vont apprendre à découvrir. Moi je l'avais déjà commenté en KHL, on l'avait vu également au championnat du monde avec la Finlande. Il a une connexion directe avec Artikainen parce qu'il a déjà joué sur le même trio que lui en KHL. On a vu son goal, c'est typiquement du Maninen en fait. C'est de la vitesse à l'état pur. C'est un joueur très dynamique. Faut juste lui donner peut-être le temps de... Et après, l'échantillon est très mince parce que ça a été une contre-performance contre Langnau. Donc, est-ce qu'on a vraiment vu les étrangers de Genève briller? On n'a vu personne briller contre Langnau, en fait. Alors que le vrai match repère en ce moment, c'est celui contre Zurich. À voir, évidemment, contre mardi. Mais pour revenir sur ce qui est du 4e bloc... Guillaume Maillard, pour moi, j'ai été un peu surpris quand il a été signé. On entendait déjà des bruits comme quoi c'était fait ou ça allait être fait. Mais je trouve intéressant cette signature maintenant que la surprise est passée. Parce qu'évidemment, Antonietti qui prend sa retraite, Elliott Berton qui est 13e, 4e, on ne sait pas trop. Je trouve que d'avoir un Guillaume Maillard, d'avoir une bonne 4e ligne, on a vu à quel point c'était important en finale et en play-off la saison dernière et surtout cette année, Genève, avec la CHL, avec l'hyper court été qu'ils ont eu, tu as besoin rapidement en saison de pouvoir compter sur 4 trios qui sont capables de jouer au hockey, d'avoir de grosses minutes, de créer un peu d'offensive lorsque c'est le moment. Le rôle
de Bertaggia a quand même changé, mine de rien, à Genève. Il est passé sur un trio défensif, sur un 4e bloc, mais on l'a vu, il est quand même capable de flash offensif, il est capable de leader un trio. On l'a vu également en finale. Et je pense que cette signature-là était la bienvenue et avait besoin d'être faite, celle de Guillaume Maillard, justement pour solidifier un 4e trio, parce que pour aller à la guerre tous les soirs, tous les matchs, la saison va être très très longue pour Genève Servette, surtout qu'on vise le titre en CHL, on vise le titre en National League évidemment, donc on prévoit évidemment une très longue saison pour Genève Servette. Est-ce que ça arrivera, est-ce que ça arrivera pas, c'est de la musique d'avenir, on le saura plus tard, mais je pense que c'est important d'avoir ce 4e bloc là, et tant mieux s'il commence la saison de la bonne façon. Tu parlais d'Antonietti qui s'en va, enfin qui a mis un terme à sa carrière, de Berton qui est 14e, mais c'est Smirnov qui a surtout dû être remplacé, et c'est pour ça que on entendait des bruits dès qu'on a su que Smirnov partait à Cloton. À ce moment-là, ils ont cherché qui est-ce qui était disponible, et Guillaume Maillard entrait dans le moule, peut-être encore mieux, un peu comme Smirnov, qui peut jouer au centre, qui peut jouer à l'aile. C'est intéressant. Bon, Régis, qu'est-ce que tu veux encore ajouter? Moi, j'aimerais juste rajouter que si on prend cette 4e ligne, vous la mettez dans les autres clubs, elle évolue à quel niveau? Dans beaucoup de clubs, on n'est pas loin de la 2e. Je ne veux pas dire. Guillaume Maillard, même quand il a fait une petite pige là à Bienne, il s'est très vite intégré, il a montré des qualités. Il n'y a qu'à Lausanne que ça n'a pas matché, en particulier la saison passée. Mais sinon, Bertaggia, il valait un 2e bloc à Lugano. Il n'a pas quand même perdu toutes ses qualités d'un jour à l'autre. Et puis, Joris, oui, c'est un super centre, quoi. Donc, c'est une 4e bloc, une 4e ligne à Genève. Mais ailleurs, elle serait bien mieux. Et on peut quand même revenir à la défaite contre Langnau. Et moi, c'est bizarre, mais j'étais à Lugano pour le match contre Bienne. Je regardais du coin de l'œil les résultats toujours. J'ai pas tant été surpris de cette défaite-là. On dirait que je la voyais venir parce que depuis le titre, on sait qu'il va y avoir le lever de bannière. En plus, c'est contre Zurich. C'est l'ouverture à la patinoire des Vernets. Même si, comme joueur, tu dois te concentrer sur le moment présent, sur le match et tout, ça avait quand même sans saveur, sans odeur, sans rien pour Genève. Et ils sont rentrés à plat complètement. D'ailleurs, Guillaume Maillard a été très honnête dans son entrevue d'après-match. Ouais. Moi, j'aime ça. Honnêtement, soyez honnêtes comme ça, les joueurs. C'est tout ce qu'on veut. Il n'a pas sorti de cassette. Il l'a dit, on était nuls à chier. Alors, il y a peut-être OK, il y avait pas ça. On a déjà vu dans les autres saisons, déjà rien que l'année dernière, le déplacement à Langnau, ça a toujours été un problème pour Genève. Là aussi, un peu comme le 2e tiers de Gauthieron, on cherche des solutions. On aimerait que ce soit pas ça, évidemment, mais quand ils arrivent devant l'Île-Fils, il se passe quelque chose. Et puis, tétanisé devant l'Île-Fils, peut-être, c'est un peu surprenant. En plus, Lennström n'était pas là. Alors donc, on remplace Tom Ernest, qui était une pièce maîtresse dans le dispositif de Yann Cadieux, par Lennström, qui est censé être un gros apport offensif et défensif aussi, et il n'est pas là. Alors oui, on n'oublie pas, on verra que ça va amener de l'allant. Je crois que Régis, tu as eu contact avec le club concernant les blessés Lennström et Richard. Oui, juste avant l'émission, j'ai appelé Jeff, le responsable de la presse, qui m'a dit que pour Lennström, il n'y avait pas de confirmation qu'il serait là demain, que c'était toujours évaluation jour après jour quant à son alignement. Et puis concernant Richard, je n'ai pas l'information sur ce qu'il y a, mais ça donne quand même un petit indice. Il est allé faire des examens ce matin. Et il n'y avait pas encore de réponse quant à son indisponibilité, mais ça veut dire quand même que ce n'était pas juste un petit bobo, une tomate ou quelque chose comme ça, si on est allé faire des examens ce matin. Donc, je ne suis pas sûr qu'il faudra compter sur lui ces prochains jours. Enfin, voilà, je vous dis ce que je sais, ce que j'en ai déduit comme information, c'est que je n'ai pas pu en savoir plus il y a quelques minutes. Messieurs, pour finir sur Genève, j'ai peut-être la raison pourquoi c'est si difficile d'aller jouer à Langnau. C'est peut-être les frites avant le match. C'est peut-être ça le problème, les frites avant le match. Pour nous, c'est pas un problème. Non, mais je sais qu'il y a des joueurs, il y a des gardiens substituts de la NHL parce que les hot dogs au Centre Bell sont réputés et il y a des gardiens de la NHL qui ont des hot dogs pas loin lorsqu'ils sont réservistes, mais lorsqu'ils doivent embarquer sur la patinoire pendant le match, c'est un autre problème. Mais bon, l'histoire de bouffe. J'ai faim, messieurs, il est 12h45. Il y a peut-être juste encore un petit point là qui est soulevé par Gaëtan Grossrider dans le chat, qu'il y avait quelque part
que 6000 personnes au Vernet pour la venue de Zurich, qui est censé être l'ogre numéro 1,5 de cette National League. Alors oui, on est en été et on connaît Genève. Il n'y a pas que du hockey à Genève. Hein. C'est un public qui est comme ça. Quand il y a un grand événement et qu'il y a quelque chose qui peut arriver, ça répond oui en masse, ça remplit la patinoire. Et là, c'est pas le cas. Pour toi, c'est un peu décevant. Ça reste 6000 spectateurs tout de même, Régis. Ouais, pour un premier match au mois de septembre, on se rend compte qu'à part dans les patinoires où c'est systématiquement plein, comme à Fribourg, ça a quand même été qu'un décollage. On est en septembre, le hockey de septembre est en concurrence avec d'autres sports aussi. Hein. Il y a beaucoup de footeux qui ont pas le temps et qui vont au bord des terrains au mois de septembre. Donc, un petit peu de patience. Je ne suis pas sûr que simplement le lever de la bannière et ce drapeau qui dit Genève champion 22-23, ça suffise à déplacer 1000 personnes. Je veux dire... Quoique, moi, honnêtement, je suis déçu parce que j'étais à la patinoire des Vernets au 7e match, à voir la patinoire pleine, l'ambiance qu'il y avait, les gens à l'extérieur et tout, je me disais... Tu prends ces personnes-là qui ont été directement marquées par ce titre, qui l'ont vécu d'une façon très, très, très près. Je m'attendais à ce qu'ils remplissent pour revivre un peu ces émotions-là parce que moi, je connais certaines personnes qui étaient au 7e match, qui étaient à la levée de bannière, puis c'est les yeux dans l'eau, c'est la larme à l'œil quand même. On revit des émotions spéciales. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait une petite réponse avec ce lever de bannière. Moi, je trouvais très vendeur personnellement, mais semble-t-il que ça n'a pas été... Ça n'a pas été... tu vois, Kevin qui dit il est déçu de la communication du club. Peut-être que c'est vrai que ça a été peut-être un peu déficient de ce côté-là pour expliquer pourquoi seulement 6000. Christine Boya qui, elle, nous rappelle qu'à Berne, il n'y a pas de problème, il y a 15 000 personnes. ça fonctionne. On va passer au dernier club roman, au HC Bienne. Carton plein pour les Ceylandais, 2 matchs, 2 victoires, avec des gardiens qui cumulent 100% pour Sattery d'arrêt, 100% d'arrêt et 97,14 d'arrêt pour Van Pottelberg. Régis, tout va bien à la Tissot Arena. Je sais pas si tout va bien, mais je veux dire, on avait quitté l'équipe en Ligue des Champions qui s'était fait balader. Jean-Philippe et moi, on a commenté les matchs contre les Suédois. Et puis, on a vu un HC Bienne clairement qui ne suivait pas. Ce n'était pas le HC Bienne du championnat de Suisse qu'on connaît, qui est capable de contredire tout le monde et qui est flamboyant. Il était plutôt frustré de jamais avoir le puck. En une semaine, l'équipe, elle s'est complètement remobilisée. Elle fait un déplacement au Tessin où elle fait un excellent match. Je pense que tu pourras en témoigner, Jonathan, puisque tu y étais. En tout cas, super solide. Le lendemain, elle arrive à enchaîner contre un des favoris du championnat. Elle est quand même bien aidée par ses gardiens de temps en temps, parce que pour l'instant, offensivement, il n'y a que 5 buts marqués en 2 matchs. C'est pas encore énorme. Mais quand on peut se reposer sur une telle assise, une telle confiance dès les 2 premiers matchs, chapeau. Je pense quand même que les matchs de Ligue des Champions pour Bienne ont été très profitables. Et peut-être ce que d'autres équipes doivent faire pour s'ajuster maintenant, je pense notamment à Zouk, peut-être, qui est pour l'instant en train de tousser en ce début de championnat, eh bien les Biennois ont pu profiter des dernières semaines en Ligue des Champions pour déjà prendre un petit coup d'avance. Surtout que c'est les débuts quand même, il change d'entraîneur. Là, c'est les débuts de Matikainen comme entraîneur-chef. Donc oui, c'est sûr et certain que la CHL a été un avantage. Moi, j'ai posé la question à Gaëtan Haas, il m'a dit... contre Lugano, ça a été un avantage surtout à la fin du match. Parce qu'à la fin du match, parce que ça a été 0-0 jusqu'à quoi, le 52e, on sentait pas bien fatigué, mais pas du tout. On sentait bien encore bien dans son match et tout. Moi, j'ai aimé le fait que tout au long du week-end, on a géré des matchs à score hyper serré. Oui, on a été opportuniste, on a fait du HC Bienne. Je veux dire, c'est une équipe qui, honnêtement, offensivement, est rafraîchissante à voir. C'est des beaux buts, c'est une équipe créative, c'est une équipe qui est capable vraiment de sortir des petits gestes assez techniques, assez incroyables. Mais on a été capable, justement, de gérer avec un très bon gardien, mais on voyait pas de grosses erreurs défensives. On voyait pas... Je suis encore sur ma fin niveau performance par rapport à Ville Poca. Je m'attendais un petit peu, mais je vais lui donner des semaines. Évidemment, c'est un nouvel étranger dans le championnat, mais je m'attendais à un niveau un petit peu plus élevé de sa part. Mais sinon,
j'ai aimé la façon dont ils ont géré ces matchs serrés. Et il reste que le HCBN, c'est un gros point d'interrogation, parce que oui, le dernier week-end que vous avez commenté en CHL n'a pas été facile, loin de là. Après, on affrontait deux très, très bonnes équipes du côté de Bienne, 2 clubs suédois, mais reste quand même que c'est l'après Tormanen. Donc, point d'interrogation, à quoi va ressembler l'équipe? On a un système de jeu, un nouveau système de jeu. Tormanen était un peu plus ouvert, laissait un peu plus ses joueurs s'exprimer. Là, on a vraiment un système de jeu du côté du HCBN qui est assez carré. On ne savait pas à quoi ça allait ressembler. Ben, ma foi, c'est un premier week-end qui donne de très bons points positifs. Et si on parlait des gardiens de but du côté de Fribourg-Gotteron, on a le signal clair que il n'y aura pas 2 matchs en 2 soirs dans cette équipe. Évidemment, il y avait le long déplacement à Lugano par les cols et tout, mais d'avoir Van Pottelberg le samedi alors que Sateri sortait d'un très très bon match vendredi, et Sateri a prouvé qu'il pouvait lui aussi prendre de grandes minutes, de gros matchs. Donc je pense qu'on va avoir un système d'alternance parfait du côté de Bienne. Joli problème en tout cas, hein, Régis, concernant ces 2 gardiens qui, tout comme à Fribourg, sont aussi en fin de contrat. Ouais, bah, j'ai un tout petit peu mis le doigt sur le sujet. Hein. Qu'est-ce qui va se passer la saison prochaine? On va rester avec ce même duo. Moi, je pense pas que Joren Van Pottelberg peut rester une 3e année, parce que c'était déjà le cas la saison passée, même s'il a joué que la fin et il y a eu cette concurrence que depuis le mois de janvier. Mais je peux pas imaginer qu'on ait ce duo encore une saison de plus. J'anticipe beaucoup. On sait que ça discute beaucoup, donc on peut se permettre de le faire maintenant, parce que je pense qu'on ne pourra plus le faire après Noël. Parce que, assurément, on va discuter avec Joren Van Pottelberg dans les prochaines semaines. Actuellement, ben, il est en fin de contrat, donc j'ai envie de dire qu'il y a 13 directeurs techniques qui peuvent l'appeler. Pas 13, il y en a quelques-uns qui ont déjà leur gardien, mais j'ai pas fait les comptes. D'autres qui ne peuvent pas payer, peut-être. Exactement. Donc, il y a peut-être 4-5 possibilités qui vont se poser avec Joren Van Pottelberg. Est-ce qu'il peut encore peut-être passer outre-Atlantique, hein? C'est aussi une idée, et peut-être que lui garde ça au fond de son esprit. Quand on voit le cas Weber, peut-être que ça donne des idées à JVP, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette saison, c'est un super problème pour le coach, qui a déjà plus ou moins dit qu'il changerait d'un jour à l'autre. Mais quand il y a un match isolé le mardi, par exemple, bah, il ferait confiance à Satari. Donc, voilà, pour JVP, c'est frustrant, j'imagine. Mais justement, Jean-Philippe, est-ce que toi, la situation, est-ce que tu la lis de la même façon que moi? Si on donne plus souvent la cage à Sateri, c'est qu'on Sateri, le gardien d'avenir du HCBN, puis on va laisser partir JVP. Est-ce que tu vois ça un peu de la même façon que moi? Je sais pas. Fondamentalement, je pense que si on fait un choix de ce style-là, c'est qu'on privilégie ça. Mais maintenant, est-ce que des choses ont déjà été discutées ou pas? Oui ou non? Est-ce que l'un ou l'autre a une chance de traverser? Sateri, les droits de Sateri sont nulle part pour le moment, mais ça n'empêche pas que la NHL peut venir puiser. Et on a vu ce qui s'est passé avec Olkinuora au début de la saison passée. C'était Détroit qui est venu se servir, quoi. Et puis d'ailleurs, Van Pottelberg avait aussi été drafté par Détroit. Donc, je crois que c'est la dernière année que dernière année s'il ne le signe pas. Ouais, Détroit, exactement. Bon, moi, je vois les choses plus à court terme pour répondre un tout petit peu à la question posée. Je me dis, en tant que coach, si je suis Matikainen, je veux le meilleur gardien le plus souvent possible. Et je ne me pose pas forcément la question de savoir qui, l'année prochaine, sera sous contrat. Donc, je me dis, Sateri, il a fait ses preuves en quelque sorte. C'est lui que je désigne mon numéro 1. En plus, je pense que quand il a re-signé, il voulait quand même un petit peu des garanties, j'imagine. Parce que si on le re-signe et puis qu'on le fait jouer qu'un match sur 3… en faisant en plus les performances qu'il fait et qu'il a fait la saison passée, je ne pense pas qu'on puisse lui faire ça. Donc, je pense qu'il y a une hiérarchie qui était dans l'idée de la direction, mais c'est quand même toujours l'entraîneur qui dit le plus de chances de gagner sur cette semaine, ça va se passer comme ça. Il faut que j'aligne d'une telle manière, quoi. Ouais, l'union sacrée pour aller jusqu'au bout cette fois, quoi. Oui, puis après, il y a peut-être une... Nous, on parle comme ça, il y a peut-être une super bonne entente entre Van Pottelberg et Sateri, que les 2 gardiens, un peu comme à Genève, acceptent leur rôle puis disent « OK, nous, on va aller jusqu'au bout », parce que justement, peut-être que Sateri a les yeux rivés sur la NHL. C'est 1 an seulement qu'il a signé, sa prolongation de contrat, et avec les performances qu'il a faites la saison dernière et celles qui commencent déjà cette saison, oui, il peut être un gardien de but intéressant outre-Atlantique. Peut-être que Van Pottelberg a, lui, en tête de s'essayer en Amérique du Nord
dans un avenir rapproché également. On ne sait pas en coulisses et peut-être que les deux gardiens se disent ça pourrait être juste bon dans notre dossier qu'on ait un titre. À voir. Mais c'est vrai, je partage ton avis là-dessus, Régis. Matikainen, lui, doit faire gagner l'équipe. Lui aussi, il a un contrat. Lui aussi, veut garder son boulot. Mais Van Pottelberg, c'est quand même, on en parle depuis des années comme le futur de l'équipe de Suisse. S'il joue qu'un match sur 3, ça va pas aller. Ah mais quoi. bon, c'est pas le souci de Matikainen. Non, absolument, mais pour lui, je pense que dans son idée de carrière, c'est impossible qu'il se satisfasse de ça. Il doit jouer, il doit être un numéro 1, au même titre qu'Eschliman, au même titre que Niffler. Mais je pense que sur les 3 qu'on a vus appelés par Patrick Fischer en équipe de Suisse, c'est vraiment, à mon sens, il y aura Akira Schmid dans le mix, évidemment, mais qui est au New Jersey Devils. Mais sur les Suisses, je pense que Van Pottelberg, malgré le fait qu'il joue moins que les deux autres, a quand même une longueur d'avance. Oui, mais le problème, c'est que quand on joue un tiers des matchs, puisque c'est quand même ce qui se dessine un tout petit peu pour lui, quand on arrive à la fin de la saison, est-ce qu'on n'a pas plus envie de prendre un gars qui en a joué 60%, voire davantage, en disant lui, il a vraiment prouvé sur une saison. Là, c'est sur un tiers de saison qu'il est bon. Je veux dire, JVP, on sait qu'il est bon. Il a été freiné par une blessure. N'oubliez pas qu'on n'aurait pas cette discussion si il n'avait pas été percuté par Bachhoffner il y a 1 an et demi. Parce qu'il était sur un trend où tout le monde se disait waouh, on a trouvé le nouveau Giannoni. Puis aujourd'hui, il est numéro 2 à Bienne. Ouh, ça sonne. J'aurais pas le temps de dire mon mot de la fin. Non, désolé, on arrive gentiment au bout de cette émission. La frustration. Oui, alors c'est vrai que cette heure-là, elle est courte, elle passe extrêmement vite. En tout cas, on n'a rien vu passer. Tant mieux. Oui, c'est évidemment. qu'on a beaucoup de choses à dire, c'est qu'on a beaucoup d'avis, puis parce que vous pouvez participer aussi sur le chat, ça, et c'est toujours très apprécié. Et puis on aimerait tellement pouvoir prendre plus de choses dans le chat, notamment le rêve de Monsieur Ruffio, là, qui nous dit JVP à Fribourg. Alors, pourquoi pas? Enfin, si, Il y en a beaucoup, je pense, qui font cette association. Et évidemment, avec la fin des contrats, il y a beaucoup de gardiens qui vont être à la recherche de contrats. On aura la chance d'en reparler tout au long de la saison. Merci, Régis, pour cette heure passée en notre compagnie. Avec plaisir. Merci, Jonathan. Toujours un plaisir. Et puis, on va passer rapidement au programme de cette semaine. Vous retrouvez évidemment cet épisode d'Overtime sur toutes les plateformes, Apple Podcasts, SoundCloud, etc. Et puis, YouTube aussi. YouTube également, ouais. Exactement. Et puis, ce soir, surtout, en différé à 20h sur MySports 1, mardi. Le grand studio MySports sur une ronde de National League avec comme focus le derby. Lausanne-Genève. J'y serai d'ailleurs, je serai en patinoire. J'aurai le mandat de commenter ce premier derby lémanique de la saison et ça promet parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on avait. On se disait, on va attendre à demain. Seulement encore 30 quelques heures et on sera fixé sur nos questions. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Presque. Pour ce soir, ça jouera. Une excellente fin de journée. Et puis, on vous retrouve évidemment sur toutes nos plateformes. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Tous les matchs de National League, les ligues internationales et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.